Toujours. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire organisé par A-Team, Decathlon et Clever Connect. On est aujourd'hui avec Kamel, que vous connaissez sûrement, puisque tu es très visible sur LinkedIn. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être là. Merci pour l'invitation, Nathaniel. C'est un plaisir. Merci d'être disponible. Je sais que tu as un agenda très chargé, surtout avec les campagnes d'alternance qui démarrent. Donc, merci d'avoir trouvé le temps. Dès qu'on parle de sujets aussi intéressants, Nathaniel, moi, c'est toujours un plaisir. Bon, super. Super. Et puis, on a notre ami Louis qui est également, qui est également disponible, qui est présent. Bonjour. Bonjour Louis. Et puis, vous avez été nombreux à vous inscrire. On n'est pas loin des 200 inscrits pour ce webinaire. Donc, merci aussi d'avoir répondu présent, de vous connecter. On va laisser les gens tranquillement arriver. Je vois que vous êtes déjà très nombreux sur le chat. Moi, ce que j'aime bien faire pour les webinaires, c'est si vous pouvez mettre un petit mot sur le chat pour vous présenter, vous dire, voilà, je vois que ça a démarré. Bonjour à tous, Sylvie, Céline. Nous dire un peu où est-ce que vous travaillez, quel est votre poste. C'est toujours sympathique. Et puis, on reconnaît souvent des personnes avec qui on discute. Notamment, je vois, il y a Sylvie là, de chez ADO. Il y en a d'autres aussi. Donc, n'hésitez pas. Boulanger également. Boulanger. T'as ramené toute la famille, Kamel, en fait. Tu as ramené toute ta famille. Ah non, du tout. La famille professionnelle, je veux dire. Moi, je dissocie pas les deux, tu vois. Pro, perso, ça reste la famille. C'est bien, c'est une unité. C'est justement... tu vois, on a Babylou, Picard, Canon France, ICF Habitat. Donc, tu vois, il y a du beau monde SNCF. Des amis de chez SNCF, avec qui, justement, là, on va travailler maintenant avec toutes les entités. Donc ça c'est une super nouvelle. Donc oui, voyageurs. Et si, alors peut-être, est-ce que vous avez... Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur l'expérience candidat et notamment la partie aussi onboarding. On va essayer de se focaliser avec une ouverture à la fin sur l'expérience collaborateur. Est-ce qu'il y a peut-être un sujet, une question, une attente particulière avant qu'on démarre? Ça sera aussi le moyen d'y répondre au fil de l'eau. N'hésitez pas. N'hésitez pas à nous indiquer une question, une thématique que vous souhaiteriez aborder. Et puis on va laisser encore peut-être 1 ou 2 minutes pour que les gens se connectent et démarrer ce webinaire. Il y a également Christophe Durand de chez VSEI que je salue. Merci d'être présent et de passer du temps. Ok. Si vous voulez, on va peut-être démarrer et se lancer directement sur les présentations. Enchaînons un petit peu. Donc, Louis, je te laisse prendre la main. Avec grand plaisir. Merci Nathaniel. Et bonjour à tous. Donc, je suis Louis Coulon. Je suis l'un des cofondateurs de Clever Connect. J'aurai la casquette expérience candidat aujourd'hui dans notre duo avec Nathaniel. Et puis, évidemment, Kamel, lui, il est passe-partout. Il va pouvoir nous parler un peu de tout. Donc, Clever Connect, qu'est-ce que c'est? Clever Connect est un éditeur de logiciels qui a démarré en France, qui est aujourd'hui plutôt à l'échelle européenne et qui vise à optimiser les processus de recrutement, en particulier en essayant d'offrir la meilleure expérience candidat à tous les candidats. C'est à peu près 10 millions de candidats qui utilisent nos solutions chaque année et à plus de 2500 clients qui utilisent les différentes solutions dont je peux parler maintenant. On a 3 grands piliers. Je ne vais pas rentrer dans le détail de notre offre, mais en tout cas, on essaie de s'adresser à 3 grands sujets autour de ces problématiques de recrutement que peuvent avoir les entreprises et l'expérience des candidats. Premièrement, les sujets d'attraction. Comment faire en sorte d'être en contact avec un maximum de candidats, faire connaître ma marque employeur, mon entreprise, mes postes à un maximum de candidats.
passifs ou actifs, je crois qu'on va en parler un petit peu aujourd'hui. 2, comment les engager, c'est-à-dire comment s'assurer finalement que ces personnes-là, on ait une vraie relation et surtout, l'objectif final, récupérer une candidature, un processus engageant qui fait que j'ai bien une candidature effective. Et enfin, toute la catégorie plutôt révélée qui là va être plutôt autour d'outils qui vont permettre après d'un peu mieux comprendre ces candidats, quelles sont leurs compétences, leurs hard skills, leurs soft skills. J'ai pas été briefé si on a le droit d'utiliser des anglicismes ou pas, mais on le fait naturellement. Donc, s'il y a des mots en anglais qui sont pas très clairs, n'hésitez pas à poser la question. Les compétences de savoir-être ou de savoir-faire globalement, et comprendre quelles candidatures sont les plus pertinentes finalement pour le poste. Voilà ce qu'on fait depuis plus de 10 ans pour à peu près 10 millions de candidats par an. Génial. Moi, je vais vous présenter très rapidement A-Team. Donc, moi, je suis le fondateur et le CEO de A-Team, qui existe maintenant depuis plus de 5 ans. Et on est une solution qui est positionnée sur l'expérience collaborateur et qui gère en fait les différents moments clés. Donc, notamment, on parle de pré-boarding, d'onboarding, changement de poste, retour suite à un congé long, off-boarding. Donc, concrètement, on est une solution de workflow et de communication RH et vous pouvez créer des parcours sur mesure qui s'adaptent plutôt pour des grandes entreprises, plutôt multisites et qui se connectent à vos outils. Voilà, donc on existe depuis plus de 5 ans, c'est près de 200 clients. On travaille notamment avec Decathlon. On est très, très fiers de travailler avec Decathlon dans différents pays à l'international depuis maintenant quasiment 2 ans. On est déployé dans plus de 70 pays avec près de 50 000 utilisateurs et on est une cinquantaine en interne et donc on se développe très bien. Donc Kamel, peut-être pour Decat, besoin de présenter Decat, je ne sais pas. Mais peut-être toujours, hein, parce qu'on est connu, reconnu, mais finalement, est-ce qu'on connaît réellement Decathlon? Mais bon, sinon, je vais partir pendant 30 minutes de présentation. Rapidement, Decathlon, donc moi je suis responsable de la marque employeur et des relations écoles. Donc je traite ces sujets liés à l'expérience candidat collaborateur. Hein, et je suis totalement heureux d'être là pour aborder ces sujets-là avec vous, pouvoir rebondir sur les points qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui. Donc comptez sur moi aussi pour vous partager la réalité que l'on a chez Decathlon, comment on gère aussi, comment on aborde ces sujets liés à l'expérience candidat et collaborateur. Génial. Merci beaucoup d'être avec nous, Kamel. Tu nous diras peut-être aussi comment vous souhaitez repasser sur la première marche du podium des entreprises préférées des Français dès l'année prochaine. Il faut reprendre votre place. Ouais, c'est ça, mais comme dans une compétition de sport, hein, tu vois, il faut savoir aussi être second ou troisième ou reculer un peu dans les classements pour mieux revenir encore plus fort. Bon, top. Et peut-être moi, si je peux, sur Decathlon, moi, ce qui m'a vraiment surpris en travaillant avec vous, c'est votre présence à l'international et le succès que cette marque française a, notamment dans des pays comme l'Inde, comme Israël, comme le Maroc. Et en fait, on ne le sait pas, mais par exemple en Inde, Decathlon, c'est un mastodonte. Et donc, c'est vrai que c'est impressionnant d'avoir une marque française qui rayonne comme ça dans le monde entier. Et c'est une vraie fierté de voir cette super success story qui s'est développée, pas seulement en France, mais dans tous les pays du monde. Donc franchement, très impressionné par Decat et votre développement. Yes. Je vais démarrer si tu veux, Nathaniel. Ouais. Donc, en petite intro, et promis, on va pas la faire trop longue. Vous le savez probablement tous, aujourd'hui, on est au niveau mondial, mais aussi en France, face à une importante pénurie de talents. C'est de plus en plus compliqué de recruter. Si on regarde ces chiffres, en fait, vous savez peut-être qu'en dessous de 10% de chômage, on considère qu'un pays est en plein emploi structurel. Et donc, si on regarde au niveau européen, on voit qu'il n'y a plus que 2 pays qui sont au-dessus de ces 10%. Globalement, toute l'Europe est en plein emploi structurel. Ce qui veut dire que partout en Europe, et dont la France, qu'on voit en 6e position, globalement, toutes les personnes, de façon théorique, sont en poste. Et donc, si on veut recruter, on a beaucoup de chances de devoir chasser, débaucher des personnes. Et ça, malheureusement, si je termine, c'est parti pour être une difficulté qui dure, puisque si on regarde un petit peu dans le temps, on voit cette analyse où on voit la ligne rouge qui est l'Europe, le pourcentage de personnes en âge de travailler de 15 à 64 ans.
C'était 62 dans le slide avant, mais on l'a changé. Qui sont en âge de travailler, et on voit que c'était 68% en 2010 et que d'ici 2050, on va perdre 10 points de pourcentage. Donc, si je résume, le pot commun européen des personnes en âge de travailler à se partager entre toutes les entreprises européennes qui recrutent va baisser, et donc on voit le chiffre 15 millions d'actifs qui seront manquants d'ici 2030. Il y a donc un vrai enjeu, une vraie difficulté qui est réelle en France aussi. J'ai ici compilé 3 articles des Échos qui rappellent l'emploi des cadres bat tous les records, donc c'est ce qu'on vient de voir aussi en France au mois d'avril. Les PME font face à la pénurie de main-d'œuvre et doivent trouver des stratagèmes pour y répondre, et c'est le cas aussi des plus grands groupes. Et c'est le cas de tous les secteurs, vous voyez le 3e article, qui sont touchés par ça, mais aussi par la poussée des démissions qui vient, entre guillemets, rendre le problème encore un peu plus compliqué, le besoin de recrutement plus important. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Vas-y, Nathalie. Pour compléter ton propos, ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même dans une période d'instabilité, de crise. On n'est pas en récession, mais il y a une crise économique, une inflation galopante, des taux d'intérêt qui remontent. Vous connaissez le contexte. Et malgré ça, malgré cette incertitude, on voit que la création d'emplois continue à battre des records en France. Et donc ça montre bien qu'il y a une résistance. Ça montre bien qu'il y a des enjeux qui sont toujours pertinents autour de la fidélisation et de l'attractivité, et que malgré ce contexte, on pourrait imaginer que ça soit plus simple, ça ne l'est pas. Et donc c'est intéressant de voir dans le contexte actuel cette résistance de l'emploi. Yes. Kamel, j'imagine que vous êtes une des entreprises préférées des Français, une marque employeur très très forte, Decathlon. Je ne sais pas si tout le monde peut se comparer à Decathlon en termes de puissance de la marque. Néanmoins, je crois que même vous avez ces sujets-là sur la table sur pas mal de vos postes. Ouais, tout à fait, on n'y échappe pas à ce marché, cette guerre des talents. Donc sur le digital, on est logé à la même enseigne, pour le coup. Sur également les métiers en lien avec le développement durable, je pense aux techniciens ateliers que l'on doit recruter en nombre dans nos magasins pour assurer la seconde vie des produits, voilà, le développement d'économie circulaire. Donc là aussi, on a des difficultés. On a même créé notre école Decathlon, notre CFA d'entreprise, pour justement former nous-mêmes les talents et leur donner envie de rester chez Decathlon pour subvenir à nos besoins. Donc je te confirme. Chouette. Bravo pour l'opportunité, et j'imagine bien que les complexités sont les mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et si on reprend nos 2 thématiques du jour, on va parler beaucoup d'expérience candidat et ensuite beaucoup d'expérience collaborateur. Globalement, comment on fait en sorte d'avoir les recrutements qu'il nous faut, et surtout ensuite de leur proposer la meilleure expérience pour les fidéliser, les rendre épanouis dans l'entreprise. Comme le rapport de force est un peu inversé, historiquement, je suis une entreprise, j'ai des offres à pourvoir, il y a des candidats qui cherchent des jobs, et j'ai des jobs à pourvoir, entre guillemets, alignez-vous devant moi pour avoir ces postes. Aujourd'hui, on est plutôt dans une démarche où c'est le candidat qui est dans une position de force, et donc on n'a pas d'autre choix que de proposer une expérience candidat qui soit parfaite. Et je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'on va l'aborder après, mais c'est pour ça aussi qu'on a souhaité aujourd'hui vous parler de ce sujet qui est très en lien avec l'actualité. Il faudrait que tu remettes ton micro, Nathaniel, qui est coupé. Merci. Une fois qu'on les attire, on ne veut surtout pas les perdre. Donc cet investissement en fait, qu'on a mis en place sur le recrutement, comment on fait pour s'assurer, notamment dans la phase d'onboarding, dans la phase d'intégration, qu'on a les bons parcours, le bon accompagnement pour pouvoir faire fructifier cet investissement sur notre collaborateur. Et évidemment, l'intégration, c'est le moment clé une fois qu'on est recruté, mais aussi finalement comment tout au long du parcours collaborateur, on peut aussi s'assurer de mettre en place un certain type d'accompagnement pour aussi donner envie, fidéliser les collaborateurs dans l'entreprise. Donc, c'est un petit peu le sujet dont on va parler aujourd'hui. Parfait. Donc, si vous voulez bien, je vous propose qu'on démarre. Kamel, tu veux parler un petit peu aussi de comment toi, tu vois les choses ? Oui, c'est important de remettre les choses dans leur contexte et de voir aussi la génération. On connaît la génération Z, on en parle depuis quelques années déjà. Ce qui est intéressant, c'est de voir le rapport qu'ils ont au travail, ces générations. Donc la génération X, celle de mes parents ou grands-parents. Donc eux, effectivement, le travail était au centre de leur vie, au cœur des préoccupations. Donc des personnes carriéristes à la recherche de la sécurité de l'emploi. Ensuite, génération Y, dont je fais partie, d'ailleurs,
à la recherche de l'équilibre vie pro, vie perso. Je recherche toujours l'équilibre d'ailleurs, hein, pour tout vous dire. Et puis la génération Z, donc celle qu'on recrute actuellement, voilà, l'opposé de la génération X. Donc eux, c'est la vie perso qui est au cœur des préoccupations. Le travail est secondaire, intervient dans un second temps. Vous voyez déjà le changement, hein. Et puis les générations futures, la prochaine, hein, qui va arriver, qu'on va recruter, la génération alpha. Donc on va plus parler d'expérience pro d'un côté et d'expérience perso, de vie perso de l'autre. On va parler d'une vie. Hein, il y aura une vie, et le travail sera une expérience parmi d'autres, comme aller faire ses courses, voyager, aller au resto. On ira travailler. Donc les collaborateurs recherchent avant tout des expériences au sein des entreprises. Donc il va falloir qu'on se prépare. Et voilà, et le changement, c'est maintenant, j'ai envie de dire. Et il va falloir qu'on prépare ce changement. Et voilà, c'est comme ça, en tout cas, qu'on essaie de structurer les ressources humaines et d'avancer doucement mais sûrement. Ça fait déjà 2 blagues politiques, Kamel, il faut qu'on s'arrête là, je pense. Voilà, on va arrêter, ça y est, on a dépassé le quota. Parfait. Tout ça, c'est tout ce qu'on va voir. Du coup, aujourd'hui, on va essayer de parler un petit peu de toutes ces différentes étapes du cycle de candidat à collaborateur et même fin de collaboration. Et je vous propose qu'on démarre par l'expérience candidat. Kamel, moi, je vais essayer d'avoir une approche un petit peu holistique, on va dire, un peu théorique des bonnes pratiques d'expérience candidat et de notre vision, ma vision de ces sujets-là. Je t'invite vraiment à tout moment à rajouter ton expérience théorique et peut-être des exemples, pas théoriques, pratiques, et des exemples de ce que vous avez pu mettre en place chez Decathlon, d'accord ? Compte sur moi. Parfait. Alors, quand on parle des candidats, il me semble important de démarrer par présenter, on va dire, le nouveau paradigme, ou en tout cas un paradigme qui a toujours existé mais qui a beaucoup évolué, qui est une dichotomie entre 2 types de candidats. Et j'aime toujours bien le présenter comme ça. On a d'un côté des candidats actifs, que je résumerai comme des candidats qui souhaitent effectivement rejoindre votre entreprise, ils la connaissent et souhaitent la rejoindre, ou qui sont en recherche d'une offre d'emploi à laquelle votre entreprise peut répondre. Et de l'autre côté, les candidats, du coup, l'animation se fait dans le bon sens, c'est pas grave. De l'autre côté, des candidats qui vont être passifs. Des candidats qui, en fait, ne connaissent pas votre entreprise, voire même connaissent votre entreprise, mais n'ont pas envie d'y travailler. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Du côté candidat actif, c'est entre guillemets la meilleure source, c'est des personnes qui connaissent votre entreprise, qui ont envie d'y travailler. Donc, il faut les maximiser. Il faut essayer de faire en sorte d'en avoir le plus possible et de couvrir le maximum, si possible, de recrutement par cette source de candidature-là, pour ensuite se concentrer sur l'autre, sur les postes qu'on n'arrive pas à pourvoir par les candidats actifs, les candidats passifs, où là, on va être plutôt dans une logique de chasse, des personnes qu'on va chercher à débaucher, des personnes qu'on va chercher à convaincre pour pouvoir des offres d'emploi qu'on a disponibles. Si on se positionne du côté des candidats, qu'est-ce qu'ils veulent ? Si je suis candidat actif, en gros, j'ai envie de mieux comprendre la culture de l'entreprise, où est-ce que je risque de mettre les pieds si je postule ici, de trouver des offres qui pourraient m'intéresser évidemment, de pouvoir postuler, et enfin d'être embauché ou alors recevoir un refus argumenté si je ne suis pas embauché. Et tout ça avec un enjeu en général de vitesse dans ce nouveau marché dont on parle. Un enjeu, en général, je suis en recherche dans plusieurs entreprises à la fois, donc il y a un enjeu de ne pas être le plus lent, parce que sinon, a priori, les meilleurs vont chez mes concurrents, il me reste, c'est évidemment très théorique tout ça, mais les moins bons. Et donc on va avoir plutôt un objectif en tant qu'employeur, en tant qu'équipe recrutement, de travailler sur un parcours qui soit à la hauteur et qui permette de faire tout ça assez vite. D'accord ? Si je me mets du côté des candidats passifs, quelles sont leurs attentes à eux ? Eh bien, en fait, j'en sais rien. Par définition, ils sont passifs, ils n'ont pas d'attente. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un truc qu'ils ne veulent pas, c'est recevoir des messages génériques toute la journée sur LinkedIn qui ne les concernent pas pour des offres qui ne les intéressent pas de la part de personnes qui ne connaissent pas. Et je suis désolé d'être un peu caricatural, mais c'est probablement l'expérience vécue par la majorité des candidats passifs quand ils se font chasser sur LinkedIn. Ils n'ont pas de besoin à court terme, et donc je pense que c'est l'un des éléments les plus importants à retenir ici. Si je suis dans une position de chasse, en général, il y a une inadéquation permanente. C'est-à-dire, j'ai un besoin très rapide et je le propose à quelqu'un qui n'en a pas. Parfois, ça marche, mais globalement, dans le marché actuel, en plus, il y a vraiment une inadéquation et on se parle mal. Et donc, je dirais qu'ici, l'objectif, et Kamel, je n'hésite pas à compléter, va être plutôt de se positionner dans une logique un peu plus moyen-termiste, investir sur l'avenir et travailler à construire une relation de confiance pour donner envie, pour, en temps voulu, pouvoir faire cette démarche de chasser et pour proposer une offre qui a du sens à cette personne quand on a un peu plus de relations. Ouais, je rejoins totalement, Louis, ce que tu dis. Donc, on a d'abord, on cherche de la notoriété déjà dans un premier temps, lorsqu'on aborde le sujet de la marque employeur, la notoriété, ensuite de la considération, après du désir, et après de la candidature.
Donc, c'est un tunnel de conversion, comme on peut le voir dans le tunnel de conversion du commerce. Et on se doit en amont, bien évidemment, d'œuvrer et de travailler cette relation de confiance, d'être authentique et sincère. Hein. C'est important de le garder à l'esprit, hein, surtout avec ces nouvelles générations. Ouais, il faut être authentique et sincère tout le long du tunnel. Ouais, tout à fait. On va en reparler d'ailleurs de cette ressemblance à un tunnel de vente. Si on prend maintenant chacun de ces deux typologies, parce que je crois qu'il faut vraiment se mettre en tête qu'on ne peut pas construire la même expérience pour chacun. Chaque candidat veut une expérience qui lui est propre, chaque candidat veut se sentir un peu singulier, et donc on peut déjà démarrer par travailler une expérience différente pour un candidat actif qui recherche activement un emploi et qui a un besoin de vitesse, un candidat passif qui n'a pas de besoin. Si on démarre par les candidats actifs, on va dire c'est ce qu'on maîtrise le mieux, ce qu'on connaît le mieux historiquement en tant que recruteur. Je dirais que la première chose, c'est un crash test. Il faut le considérer comme un crash test. Il faut travailler un parcours qui soit fidèle à la promesse qu'on fait. La marque employeur est une promesse, est une expérience projetée. J'ai été exposé à plein de choses concernant cet employeur qui me font comprendre quelle expérience j'aurais si j'y étais, mais j'y suis pas. Et mon expérience concrète, mon expérience vécue, elle va démarrer dès le démarrage de l'expérience candidat, dès mes premières interactions avec cette entreprise dans un acte de candidature potentielle. C'est un crash test. Je vous donne un exemple totalement caricatural. Nous sommes une entreprise super innovante. J'arrive sur un site qui n'est pas responsive et qui semble dater des années 90. Ça y est, l'expérience projetée ne correspond pas à l'expérience vécue. On est déjà dans un crash test qui, du coup, est négatif. Et ça, je vais vous donner une anecdote. Peut-être que certains connaissent. Elle est un peu connue, mais ça peut avoir des impacts vraiment, vraiment importants, surtout si on est une entreprise B2C, ce qui est le cas de Decathlon, ce qui est le cas de pas mal de nos inscrits aujourd'hui, de ceux qui nous regardent. Je vais vous donner l'exemple de Virgin Media. Virgin Media, c'est l'équivalent, on va dire, d'un Free ou un Bouygues Télécom en Angleterre, qui a une très, très, très forte marque parce que le patron, Richard Branson, est un patron très, très charismatique. Et dans les années, début des années 2010, un nouveau DRH est arrivé, un nouveau directeur de recrutement d'ailleurs, je crois plutôt, et a commencé à auditer toutes les étapes de l'expérience candidat. Il s'est rendu compte, en regardant, qu'il avait un retour d'une personne qui adorait, donc il regardait des courriers en fait ou des emails, une personne qui adorait la marque, qui a eu un entretien, qui s'appelait Louisa d'ailleurs pour l'anecdote, vous pourrez aller lire, vous taperez Virgin Media Louisa, marque employeur, qui a été retenu sur sa candidature à une offre d'emploi et a vécu ensuite une très mauvaise expérience candidat. Je ne vais pas rentrer en détail, mais globalement, on lui a proposé une date, puis une autre date, puis après cette personne s'est déplacée, elle venait de Manchester à Londres, donc c'était un long voyage pour elle, qui était une personne qui était coiffeuse, donc c'était un bel investissement en temps aussi. Elle a été prise une demi-heure, 3/4 d'heure en retard, 10 minutes d'entretien, puis la personne décroche son téléphone et sort de l'entretien pour revenir 20 minutes plus tard pour dire « bon, j'en ai assez vu, vous n'êtes pas retenu ». En gros. Cette personne, ensuite, dans son courrier, disait « c'est dommage, j'adore votre marque, je suis client depuis 15 ans, mais là, avec une telle expérience, moi, ce que je vais faire, c'est le mois prochain, je me désabonne et je vais demander à ma sœur d'en faire autant. » Première chose qu'a fait ce Graham Johnson, qui est le directeur du recrutement, il est allé vérifier si c'était bien le cas, et il a vu qu'en effet, ces deux personnes s'étaient déconnectées, et il s'est dit « mais zut, si notre expérience candidat a créé ça sur deux personnes, quel impact ça a créé? Est-ce qu'il y en a d'autres ?» Et en faisant ces analyses, en demandant à l'équipe data de Virgin à l'époque, il s'est rendu compte que sur les 123 000 candidatures qu'il rejetait chaque année, 18% des candidats qui postulaient étaient des clients. C'est une marque qui était assez répandue en Angleterre. Sur ces 18, un tiers, donc 6% des candidatures ont résilié leur abonnement. Et si on multiplie ça par le nombre de mois et le prix de l'abonnement par mois, ils perdaient chaque année 7 500 clients et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, simplement à cause de l'expérience candidat. De candidats qui voulaient au départ activement rejoindre leur entreprise. Donc, vous voyez l'impact que ça peut avoir quand on ne maîtrise pas son expérience candidat. Decathlon et beaucoup d'entreprises B2C sont dans le même cas, et tu le dis souvent, toi, Kamel, il faut considérer nos candidats comme des clients, ils doivent avoir une expérience au même niveau. Carrément. Parfait. Je vais donner quelques points, on va dire, plus génériques sur comment construire, quels sont les mots-clés pour construire une expérience candidat actif à la hauteur. Je dirais que le mot d'ordre, c'est déjà la symétrie des attentions. Ce que moi, j'attends d'un candidat, j'aimerais que lui, il faut que je m'attende à ce qu'il puisse attendre les mêmes choses de ma part. Il faut qu'on ait une expérience qui soit équilibrée, que je ne lui en demande pas plus que lui puisse m'en demander, etc. Je vais lister les différents points, simplement les lire, et Kamel, je te laisserai rebondir sur les 2 ou 3 qui t'inspirent le plus et comment vous les travaillez peut-être chez Decathlon. 1, enjeu de transparence et d'authenticité. On est aujourd'hui dans un monde où je peux avoir accès à toutes les informations que je veux. Ce n'est pas concevable pour un candidat que je sois dans une relation opaque où je n'ai pas d'authenticité et de la transparence. Tout le monde a envie d'apprendre. C'est-à-dire que si
j'avance dans mon expérience candidat, il faut que je sorte au moins avec un apprentissage, j'ai l'impression de progresser en tant que personne, se sentir valorisé. Je ne veux pas être un numéro, je veux être considéré comme une personne qui a des compétences et qui peut être intéressant pour l'entreprise, même si je ne suis pas retenu. Être récompensé, c'est humain aussi, et en général, les meilleures expériences candidats sont celles où on arrive à récompenser quelqu'un, pas forcément par le poste, parce qu'on peut recruter qu'une personne, mais on peut parfois réfléchir à des récompenses quand on avance dans le processus de recrutement. Comprendre avec qui je risque de travailler. On revient un peu à ce sujet de transparence, mais finalement, on parle d'expérience projetée et d'expérience vécue. Et si on peut mêler les deux, avec qui je vais travailler, qui vont être mes collaborateurs, si je peux le comprendre dès mon expérience de candidature, c'est évidemment très, très puissant et important. Des délais raisonnables. Ça, j'aurais pu commencer par ça, je crois que c'est un des sujets les plus importants, mais les études qu'on a faites montrent que 3 semaines semble être vraiment le cut, le délai maximal acceptable pour la majorité des candidats entre le moment où ils postulent et le moment où ils veulent être au bout du processus de recrutement, ce qui met un sacré challenge sur les entreprises qui en moyenne sont plutôt à 6 semaines de délai entre la première candidature et la fin du processus de recrutement. Avoir une réponse, bien entendu. Et aussi dans un délai raisonnable. Il y a un vrai enjeu à répondre à tous ces candidats, idéalement de façon personnalisée, transparente, honnête. C'est pas toujours facile, donc il y a des tips du type « Bonjour, nous n'avons pas pu vous retenir votre candidature », donc on a répondu. Si vous voulez plus de détails sur la raison, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, on vous donnera les raisons particulières, parce que c'est un peu difficile parfois quand on a des milliers de candidatures de personnaliser chaque email. Ça, c'est un vrai combat, je me permets, Louis, sur les réponses aux candidatures. Hein. On n'y échappe pas aussi chez Decathlon. C'est vraiment répondre aux candidats, montrer le respect qu'on a pour eux, l'intérêt qu'on a pour leur candidature. Et on est de plus en plus challengé aussi, malgré les retours, sur des retours personnalisés, pour vraiment considérer les candidats comme des personnes à part entière et pas comme des candidats parmi tant d'autres. Donc ça va être le challenge, je pense, le défi qu'on va devoir relever sur les prochaines années, notre niveau de personnalisation, mais tout comme on le fait pour nos clients aujourd'hui. Là, un client qui arrive chez Decathlon, on est capable de lui envoyer un conseil sur un produit qu'il a acheté il y a quelques semaines. Donc, un candidat aussi, ce serait intéressant de pouvoir personnaliser aussi à ce niveau-là son expérience. Voilà, le défi. Il y a une question sur la récompense. Je peux donner un exemple concret d'un de nos clients. Je pense à l'entreprise Zara. Je ne sais pas s'ils le font encore, mais à l'époque où je les avais rencontrés, il faut pouvoir le faire, bien entendu, mais proposer à toute personne qui a été retenue en entretien et pas retenue suite à l'entretien un bon d'achat, par exemple, en magasin. Ça, c'est une chose. Je pense à Leroy Merlin, je crois, qui est avec nous, qui considère aussi qu'une personne qui a fait l'acte de candidature et qui n'est pas retenue, on peut lui donner accès à un test de personnalité qui n'est du coup plus une étape filtrante du processus de recrutement. C'est simplement un cadeau qu'on fait aux candidats en disant « Tenez, pour vous récompenser quand même d'avoir pris le temps de postuler chez nous et vous proposer une belle expérience, évidemment capitaliser peut-être sur le futur ensemble, on vous propose de mieux vous connaître aussi pour mieux réussir potentiellement vos futurs entretiens grâce à un test de personnalité qu'on vous offre. » Voilà, c'est 2 exemples que je peux donner. Et après, c'est la créativité de chacun et ce qui est possible de faire en lien avec la marque et le marché, bien entendu. Si on rentre du coup dans ces candidats actifs, on a parlé on va dire de thématiques génériques importantes dans tout processus de recrutement. Spécifiquement à nos candidats actifs, je pense qu'il est important de maîtriser sa marque employeur. Maîtriser sa marque employeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'assurer qu'un maximum de candidats qui veulent activement venir travailler chez vous arrivent sur votre site carrière. C'est là où on maîtrise le mieux sa marque employeur. C'est là où on a travaillé, c'est là où on a mis tout son contenu. Tous les autres actes de candidature qui vont se faire ailleurs que sur votre site de carrière, par définition, on maîtrise un peu moins sa marque employeur puisqu'elle est portée par d'autres acteurs, par des job boards, par des réseaux sociaux, etc. Donc, il y a un premier enjeu, c'est un enjeu de trafic, conduire un maximum son trafic vers son site carrière, des enjeux de référencement, typiquement. Ensuite, je ne rentre pas dans tous les détails, mais il y a vraiment un sujet autour de l'optimisation de son site carrière en tant que tel. Rendre le contenu accessible sur mobile, s'assurer que la navigation soit fluide aussi sur mobile, permettre facilement de trouver une offre d'emploi. Parfois, j'ai plein de contenus hyper intéressants, mais dès que je veux trouver une offre d'emploi, ça devient des barres de recherche et des modules de recherche d'offres d'emploi qui sont très, très complexes et on perd du monde. Une fois que j'ai vu une offre d'emploi, une fois que j'ai trouvé une offre d'emploi qui m'intéresse, rendre les offres d'emploi puissantes, dynamiques, s'assurer qu'elles véhiculent le bon contenu, le contenu dans le wording, dans ce qui est écrit,
un travail sur l'écriture des offres d'emploi, mais aussi le bon contenu graphique. Vous avez plein, en général, de contenu à disposition par la marque employeur, mais on ne le retrouve pas au moment clé de l'expérience, l'offre d'emploi, le moment où, en fait, on va basculer. Soit je postule, soit je postule pas. C'est peut-être à ce moment-là que j'ai envie de voir un témoignage d'un collaborateur qui est sur ce poste, mieux voir les bureaux, peut-être comprendre mieux la marque employeur de l'entreprise. En général, les offres d'emploi sont écrites noir sur blanc, ce qui, pour moi, est un vrai noir sur blanc, et l'entreprise est résumée à 3 phrases, en général, et je trouve que c'est vraiment dommage. C'est presque criminel de faire ça. Donc, c'est ce que je disais là, les offres doivent être percutantes. Et le dernier axe pour des candidats actifs, évidemment, c'est l'acte de candidature lui-même. Malheureusement aussi, on l'a dit, le marché est vraiment très compliqué. Et quand on a passé toutes les étapes, quelqu'un s'apprête à candidater chez moi, trop souvent encore, l'acte de candidature est lourd, avec une lettre de motivation obligatoire, avec énormément de champs à remplir. Plus on va pouvoir simplifier l'acte de candidature, tout en ayant évidemment les éléments qui sont nécessaires au processus, plus on va s'assurer de coller à l'expérience qu'attend un candidat, qui est aussi un consommateur en e-commerce. En général, tout va vite, je n'ai pas trop de freins. Et on va surtout s'assurer d'avoir un taux de conversion plus élevé. Dernier point, une fois qu'on a passé l'acte de candidature, les entretiens. Travailler ces processus d'entretien. À nouveau, un candidat dans nos études espère en moyenne 3 entretiens maximum. Au-dessus de 3 entretiens, ça devient un peu lourd. Bien entendu, pour des postes à très forte responsabilité, ça peut aller au-delà. Mais 3 entretiens semble être la limite maximum attendue par les candidats. Donc, je vous invite à essayer de respecter ces 3 candidats. Et évidemment, réfléchir à qui dit quoi dans ces entretiens, comment on les rend humains et comment on les rend pas rébarbatifs et répétitifs, puisque c'est très souvent le cas. Quand on a 3 entretiens, les 3 personnes ne se briefant pas et ne se parlant pas, on repose un peu les mêmes questions et le candidat, à nouveau, vit une expérience qui lui projette un peu ce que pourrait être son expérience collaborateur, qui est un peu chaotique ou en tout cas répétitive. Et on l'a dit tout à l'heure, une réponse honnête dans un délai raisonnable. Je vous invite à faire ça aussi pour vos candidats actifs. Est-ce que tu veux commenter quelque chose, Kamel, avant que je passe à la deuxième partie et puis que je laisse la main à Nathaniel, évidemment. Ouais, c'est plutôt en tout cas la fluidité du processus pour les candidats, pour les entretiens. Donc, ne pas en avoir beaucoup. C'est important, on s'anime aussi là-dessus, de pouvoir avoir moins d'entretiens possible pour accélérer le processus. Yes, tout à fait. Et je pense qu'il faut réfléchir par persona sur ces éléments-là. J'ai des typologies de profils où il va falloir plus d'entretiens, d'autres moins. Et plus on va pouvoir sortir d'un processus de recrutement et une expérience candidat qui soit générique, la même pour tous, plus on va pouvoir réfléchir à l'optimiser, la penser par typologie de profil, par catégorie d'âge, par région, bassin d'emploi, choses comme ça. Ce n'est pas toujours possible, mais c'est dans ce sens-là qu'il faut évidemment évoluer. Ouais, par type de contrat aussi, ouais, tout à fait. L'autre sujet que vous vivez sûrement tous, c'est le sujet des candidats passifs. La chasse, finalement, si je résume, et où je disais, l'objectif, il va être très différent. Ici, on va plutôt chercher à construire une relation de confiance. Alors, je vois juste une question, je me permets d'y répondre. Connaissez-vous des entreprises qui accompagnent pour optimiser le site carrière ? Les images que je montrais, ce dont je parlais, ce sont des outils qu'on optimise nous. On a typiquement ce qu'on appelle une offre qui s'appelle site carrière intelligent. Donc, on peut, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on vous présente tout ça. Tu le disais tout à l'heure, Kamel, sur les candidats passifs, on va se rapprocher des logiques de marketing et de vente. Donc, tu n'as pas dit exactement les mêmes mots, mais je pense que la logique est la même. On va passer d'un marché où il y a des talents qui sont anonymes, une grande masse de talents que je ne connais pas, et on veut finalement aller jusqu'à les recruter. Et on passe du coup par une première étape qui est de la sensibilisation, faire en sorte ensuite que je puisse sensibiliser les personnes, rentrer en contact avec elles et donc identifier ces talents et les mettre en vivier pour travailler avec. Ensuite, créer de la considération, donc les engager. Finalement, OK, ils connaissent maintenant mon entreprise et on est en relation. L'étape d'après, c'est ils considèrent, ils s'intéressent, ils pourraient potentiellement être amenés à vouloir rejoindre l'entreprise. Ensuite, on veut créer une décision. Et maintenant qu'ils sont engagés et qu'ils s'y intéressent, hop, l'acte de candidature. Et enfin, le recrutement qui va, lui, amener l'étape d'après, qui sera beaucoup plus le sujet de A-Team, bien entendu, la fidélisation et la satisfaction collaborateur, qui, en revanche, a un impact recrutement très fort, puisque mes collaborateurs satisfaits, bien engagés, bien onboardés, peuvent devenir des ambassadeurs et peuvent, entre guillemets, alimenter le début du cycle, amener des nouveaux talents identifiés en vivier, grâce à mes collaborateurs qui peuvent venir des coopteurs. La première chose que je voulais dire, c'est que dans beaucoup d'entreprises avancées, matures, et typiquement aux États-Unis, où les logiques de recrutement sont assez matures sur pas mal de types d'entreprises, on va créer des postes de plus en plus spécialisés pour traiter une partie de ce funnel. Et donc, je les ai mis à droite. Des équipes dédiées au contenu, à la marque employeur, la rédaction, la production de contenu, qu'on peut appeler recruitment marketing dans les pays anglo-saxons. L'étape d'après, ça va être donc ils vont travailler plutôt sur créer cette sensibilisation, faire en sorte que l'on soit vu un maximum
notre marque soit exposée à un maximum de talents potentiels. Ensuite, les sourceurs qui vont plutôt essayer de passer les étapes suivantes, faire en sorte que ces personnes, on soit en contact avec elles et qu'on les embarque, qu'on en fasse des talents engagés, puis des candidats. Les recruteurs qui vont parfois plutôt s'intéresser à l'étape où on a des candidats, la belle expérience qu'on va proposer à un candidat actif qui est en processus de recrutement avec nous jusqu'à décider qui on recrute. Et puis, les logiques plutôt de RH plus généralistes pour proposer une expérience collaborateur dont on parlera après. J'en ai bientôt fini sur cette logique de candidat passif. Je le disais, on a vraiment l'objectif de construire une relation. Et donc, la première étape, ça va déjà de réfléchir et de travailler sa marque employeur, qui souvent est aussi assez généraliste, et l'adapter par typologie de profil. En général, pas n'importe quel profil, les profils dont on pense qu'on aura besoin l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, quand on a fait un travail de gestion prévisionnelle des emplois ou de strategic workforce planning, pour se dire, OK, on sait qu'on va avoir besoin, et tu le disais tout à l'heure, Kamel, c'était votre exemple, tu pourras rebondir, bien entendu. Je vais avoir besoin de personnes qui travaillent sur les aspects développement durable. Et on a besoin de grosses promos à l'avenir. OK, qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui? Qu'est-ce que peut proposer Decathlon spécifiquement pour les personnes qui évoluent dans ce secteur-là? Quelle va être l'expérience d'un collaborateur spécifiquement dans l'entreprise sur ces métiers-là? Et donc, après, je travaille le contenu dédié et je l'expose à les personnes bien avant qu'elles rejoignent l'entreprise, bien avant même qu'elles soient en recherche d'emploi, pour commencer à créer de l'intérêt autour de ça. Ensuite, il faut travailler l'art du pitch pour les candidats passifs. Très, très souvent, on se retrouve avec une inadéquation, une personne qui n'a rien demandé, qui n'est pas en recherche d'emploi, qui reçoit un appel. « Bonjour, on a l'offre qu'il vous faut. » Il faut à nouveau réfléchir à qui vont être les gens que je vais avoir autour du fil, quels sont les centres d'intérêt, qu'est-ce qui les intéresse dans un job, et donc comment je fais un pitch un petit peu commercial à nouveau à ces personnes-là, à l'étape où je cherche à créer de la considération autour de mon offre. Ouais, Louis, je te propose peut-être qu'on passe sur la partie pré-boarding, parce que le temps passe très vite, on est déjà 40. Donc si tu veux peut-être pour enchaîner rapidement là sur les différents slides, tu as peut-être un message de conclusion sur la partie candidat, parce qu'on a bien compris l'importance de l'expérience candidat, mais je veux vraiment insister sur aussi la partie pré-boarding et notamment onboarding. Yes, j'ai terminé. Je dirais que les 2 enjeux qui restent, c'est construire des viviers, se dire qui va être important, de qui je vais avoir besoin demain et comment je les anime. Et donc, nous, on a de la même façon des outils qui vont permettre de créer ces viviers, de les segmenter, de créer le niveau de segmentation qu'on veut et envoyer automatiquement des types de communication et tout ce qu'on a construit spécifiquement par type de segment de candidats potentiellement intéressants, et faire levier sur ces collaborateurs, parce que ce sont eux les meilleurs pour faire rayonner votre marque employeur, votre proposition de valeur que vous pouvez faire à vos futurs collaborateurs par l'ambassadora. Et donc, de la même façon, on a des outils qui vont vous permettre de faire exploser votre marque employeur en utilisant vos collaborateurs, en faisant levier sur vos collaborateurs pour qu'ils partagent tout ça. Et pour terminer, je pense que travailler une expérience dédiée à chaque a vraiment énormément de valeur, dans le sens où les deux s'alimentent, évidemment. Un candidat actif qui va jusqu'à l'étape de candidater chez vous, même s'il n'est pas retenu, va ensuite pouvoir basculer dans un vivier, les viviers des candidats non retenus, mais qui nous intéressent pour l'avenir, et on construit une relation de confiance pour la suite, pour la prochaine fois, le prochain poste qu'on aura à pouvoir. De la même façon, quand on construit des relations de confiance avec des candidats en vivier, qui ont chacun un contenu intéressant, et qu'on commence à les engager, construire cette relation, à un moment, ces personnes-là peuvent dire, bon, ça m'intéresse ce que je lis, je vais aller chercher des offres d'emploi et je vais basculer sur le site carrière. Et donc, les deux aussi s'alimentent pour se renforcer dans le temps. Je t'en prie, Nathaniel. Merci. Je vais essayer d'être synthétique. Du coup, il nous reste quelques minutes sur le webinaire. Donc, on a bien compris la notion d'expérience candidat et l'idée, donc, cet investissement que tu as justement montré par ce ROI, en fait, des candidats qui ne participent pas ou qui sont rejetés, entre guillemets, par l'entreprise, sans une bonne expérience, coûte à l'entreprise. Cet investissement sur le recrutement, il est très important pour les entreprises, il est historique. C'est une industrie qui pèse, le recrutement dans les budgets des entreprises, vous le savez bien. Et pourtant, quand on compare justement ce qui est investi souvent dans le recrutement versus notamment la partie pré-boarding ou onboarding, on voit qu'il y a des écarts qui sont massifs et pourtant, on n'a pas envie de dilapider cet investissement qui a été fait avec une mauvaise expérience. Je vais parler de pré-boarding parce qu'on a, une fois, c'est vraiment la suite logique, une fois qu'on a
signer la promesse d'embauche, avant même l'arrivée, il y a souvent un trou noir. Il y a souvent une période où il n'y a pas de contact en fait entre l'entreprise et le candidat. Et on a des phénomènes dont vous avez peut-être entendu parler, c'est notamment le ghosting. Et donc le ghosting, c'est notamment des candidats qui ne viennent pas le jour J. Et il y a un certain nombre d'industries, en fait, notamment le conseil, qui pâtit énormément de ce sujet-là. Pourquoi? Parce qu'ils recrutent des étudiants, souvent qui sortent d'école d'ingé, qui vont venir dans 4, 5, 6 mois, donc on peut même dépasser ces 3 mois, et qui vont aussi, ces cabinets de conseil, entre guillemets, vendre des missions. Et donc les candidats sont tout de suite parachutés chez les clients le jour J. Et donc, en fait, pour eux, il y a une vraie perte sèche financière liée au ghosting et liée au no-show. Et donc, nous, notre petit retour d'expérience via notamment 2 clients qu'on peut vous mettre en lumière, c'est Octo Technologies qui appartient au groupe Accenture et également Devoteam, où en fait, ils ont vraiment travaillé la notion de pré-boarding, un peu comme le CRM dont tu parlais pour le candidat, mais dans le cadre de l'expérience collaborateur, continuer ce flux. Et ça passe par, voilà, vous voyez des exemples ici, hein, le feedback, des communications du manager, des événements. J'entends souvent chez les clients qui est le mot hyper, un peu donner envie en fait aux candidats d'arriver du coup dans l'entreprise et éviter ce trou noir en fait de quelques mois qui peut y avoir au moment de la promesse d'embauche. Donc, l'objectif de ce lien, c'est garder le contact, lui envoyer des petites vidéos personnalisées pour que ça soit sympathique, faciliter la partie administrative aussi, hein, donc si on peut éviter du papier, c'est bon pour l'écologie aussi, donc tout ce qui est des maths, voilà, c'est utile. Partager les infos, partager des éléments autour de la culture de l'entreprise, et pourquoi pas lui donner également des rencontres, lui faire rencontrer un manager, un mentor dès cette partie-là. Nathaniel, donc nous chez Decathlon, bien évidemment, on utilise le pré-boarding hein, depuis qu'on collabore avec A-Team. Ce que je ressens, en tout cas ce que j'entends des collaborateurs hein, qui étaient des candidats avant, c'est qu'ils se sentent considérés. Ils se sentent considérés et ils se sentent attendus aussi par l'entreprise. Et donc, c'est vrai que cette connexion établie est encore plus forte et va perdurer jusqu'au premier jour. Donc ça, c'est vraiment des retours terrain que j'ai pu avoir. La considération et de se savoir attendu, de savoir que l'entreprise prépare notre arrivée, ça c'est hyper important pour les talents aujourd'hui. Bah, tu me permets de faire une transition parfaite puisqu'en fait, on a justement après ce pré-boarding l'onboarding et on a ce phénomène de grande démission ou alors de réinvention de la part des collaborateurs et je reprenais une étude de McKinsey qui a essayé de comprendre ce que voulaient les collaborateurs finalement et pourquoi ils quittaient l'entreprise. En fait, on voit qu'il y a 3 raisons pour lesquelles les gens quittent, enfin les motivations. La première, c'est de vouloir changer d'industrie. C'est près de pour 50%, ils veulent en fait faire autre chose. Tu parlais de la génération Z, de ce besoin d'expérience. Voilà, on va pas faire le même métier toute notre vie, hein, et tu vois, moi-même à titre personnel, hein, j'ai travaillé dans une industrie dans les médias auparavant. Aujourd'hui, je suis plutôt dans les ressources humaines et voilà, moi j'avais aussi besoin, si je te parle personnellement, de me réinventer et de changer d'industrie. Il y a aussi le phénomène, les gens, donc ça c'est la deuxième raison, ils veulent quitter l'emploi traditionnel pour du freelance, du part-time, des emplois. Enfin voilà, tu connais le développement autour de la de tout ce qui est freelancing, etc. Et puis, tu en as qui veulent faire une pause. Donc, c'est le reassessing. Et en gros, ils quittent pas forcément pour un job, mais parce qu'ils viennent d'avoir des enfants, parce qu'ils veulent prendre du temps pour eux. Je pense qu'on a tous des amis, on connaît tous des gens comme ça autour de nous, qui vivent sur une plage en Bretagne ou à Biarritz et qui ont pris un peu de temps pour eux. Voilà, donc, en fait, aujourd'hui, on a des motivations qui peuvent être très différentes. Et finalement, pourquoi
pourquoi investir sur l'onboarding? Il y a énormément de chiffres, énormément d'études qui sont très facilement accessibles sur Internet sur l'impact de l'onboarding et de la rétention. Il n'y a pas que l'enjeu de rétention, mais il y a aussi évidemment le gain de temps, la productivité, la performance. Enfin, il y a énormément de bénéfices finalement à travailler l'intégration. Et donc, c'est quelque chose qui monte énormément. On le voit chez les entreprises, chez les clients qui se saisissent de ce sujet et qui travaillent du coup l'expérience d'intégration pour mieux fidéliser. On va parler de Decat. J'ai juste fait une petite aparté sur Kiloutou pour ne rien révéler. Kiloutou avait des véritables problématiques de turnover. Alors, pas lié qu'à l'intégration, pour être clair, hein. Le salaire reste quand même la deuxième raison pour laquelle les gens partent et la culture managériale, la troisième raison. La première, c'est souvent le manque de avancer dans la carrière, le manque de développement et de perspective finalement. Mais clairement, hein, on ne va pas se raconter des salades. Évidemment, il n'y a pas que l'onboarding hein, dans la rétention. Il y a aussi le salaire, ça reste très important, les conditions de travail, sa relation avec le manager. Et donc, en gros, Kiloutou, l'intégration était une des raisons pour lesquelles les gens quittaient l'entreprise et ils se sont saisis de ce sujet au niveau global, au niveau DG. Et donc, ils ont notamment fait un film qui a eu 4000 vues sur YouTube, qui est très sympathique, très drôle. Justement, on voit cet investissement qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, ils n'ont plus cette motivation, il n'y a plus cette raison du turnover. Je vais accélérer sur Decathlon. Où justement, tu peux peut-être nous parler du parcours d'onboarding. On a mis ça en place avec Decat maintenant depuis quasiment 1 an et demi, 2 ans. Et là, vous avez ici en fait les différentes étapes du parcours avec, vous voyez, le welcome email, l'acculturation à la culture, l'acculturation à l'entreprise. Mais peut-être Kamel, je te laisse Oui, sur ce sujet. on va peut-être le présenter, mais très rapidement. Et Xavier, j'ai vu aussi en commentaire, Xavier est assez actif. Donc n'hésitez pas, en tout cas, Xavier, à être actif, à interagir, ça fait plaisir. Effectivement, nous, c'est pas obligatoire, hein, le parcours de pré-boarding. Voilà, on n'oblige pas les candidats à se pré-boarder. Voilà. Parce qu'on leur propose cette expérience, libre à eux d'accepter ou non, même si on le recommande très fortement. Et l'idée, les questions qu'on a souvent, c'est est-ce qu'on fait travailler les collaborateurs? Voilà, bien évidemment, non. Hein. On n'est pas là pour les faire travailler hein, sur le pré-boarding. On est là pour les acculturer à l'entreprise, leur transmettre des informations déjà disponibles en externe. Voilà. Donc, il n'y a rien de confidentiel, mais c'est important en tout cas de tout réunir pour préparer au mieux leur arrivée. Ensuite, sur l'onboarding, donc le premier jour, il y a une bascule qui s'opère entre l'adresse mail personnelle et du coup professionnelle. Parce que dès le premier jour, on lui donne une adresse mail Decathlon. Donc, il y a ce switch. Et puis, le onboarding, Nathaniel, que ce soit le premier jour, la première semaine ou les semaines suivantes, l'intérêt, nous, c'est d'accompagner toute l'expérience humaine qu'on va offrir également. C'est bien le digital au service de l'humain. On va essayer d'enlever toutes les tâches à non-valeur ajoutée de nos leaders, voilà, en adressant aux nouvelles recrues un contenu déjà qui est à jour. Il faut qu'il soit up-to-date, hein, c'est hyper important. Un contenu aussi qui soit adressé au bon moment. Généralement, nos leaders, managers ont la fâcheuse tendance de se dire, bon, allez, premier jour, deuxième jour, je transmets toutes les infos, et puis après, c'est bon. L'intégration est terminée, je suis tranquille. Voilà. L'idée, c'est d'accompagner l'intégration du collaborateur, ses premiers pas, et donc d'adresser le contenu au bon moment. Par exemple, la fondation Decathlon. C'est super de savoir qu'on a une fondation, mais peut-être pas le premier jour, peut-être qu'on va attendre le 3e mois, voilà, pour dire, voilà, nous avons une fondation, n'hésite pas à t'informer, à te renseigner, à te connecter à elle. Voilà tout l'intérêt du coup du parcours d'onboarding qu'on a pu réaliser avec vous. Et une enquête quand même de satisfaction le 3e mois pour savoir si l'intégration s'est bien passée et quels pourraient être pour nous les plans d'action correctifs pour continuer d'améliorer l'expérience d'intégration de nos collaborateurs. Ouais, exactement. Et du coup, on a mis ici quelques photos. Je pense que c'est important, tu l'as dit, on parle d'expérience humaine. Le digital ne doit pas se substituer en fait à l'expérience humaine d'intégration. Elle permet au contraire de se décharger finalement de tâches à faible valeur ajoutée, comme tu l'as dit,
et derrière de capitaliser. Et il n'y a pas que l'outil. Là, en fait, tu vois, on a mis pas mal de photos sur des journées d'intégration, des welcome packs, des visites dans des boutiques. Et voilà, c'est vraiment en fait mettre un process et que ça soit pas juste au niveau RH que ça soit fait. Tu as parlé des leaders. Les leaders, c'est les managers en fait chez Decat. Et on le voit aussi, c'est là où ça marche comme pour Kiloutou, quand le sujet il est pris au niveau management. Il est pris au niveau au top en fait de l'entreprise. Et c'est pas juste un petit plaisir en fait, voilà, géré entre guillemets dans son coin. Je caricature un peu, hein, mais par des équipes RH. C'est vraiment une impulsion d'entreprise pour avoir un impact sur cette expérience collaborateur qui, et on le voit, enfin, je pense qu'on l'a tous vécu. Pour la petite histoire, dans ma précédente boîte, je me suis totalement planté sur un onboarding. C'était une personne que je voulais recruter depuis quasiment 1 an. J'ai mis beaucoup de temps à la trouver et j'étais pas du tout en fait familier de l'onboarding, etc. Et c'était une catastrophe en fait. Il y avait même pas son ordinateur de prêt, les collaborateurs étaient pas avertis, j'avais pas, enfin, vraiment je m'étais planté et la personne était partie au bout de quelques semaines. Et ça m'est resté un peu comme un traumatisme. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai lancé A-Team, mais pas que. Mais en tout cas, quand on arrive à transmettre ce feu sacré, quand on arrive à partager cette culture, bah, on a tout de suite un collaborateur qui est sur un autre rail en fait. Et on le voit tous dans nos équipes, je pense. Cet onboarding, il va structurer, il va être instrumental vraiment dans la trajectoire du collaborateur dans l'entreprise. Et Nathaniel, Ouais. ce que moi je dis souvent, et c'est pour ça qu'on a besoin de solutions comme celle que vous proposez avec Louis, c'est qu'on doit créer les conditions favorables pour que nos collaborateurs soient engagés dans le tunnel de conversion pour les rendre ambassadeurs. Par exemple, Louis présentait le tunnel de conversion, et pour les rendre ambassadeurs, par exemple sur A-Team, ce qu'on fait à un moment donné, c'est qu'on leur partage une action qui est de partager leur arrivée avec leur réseau. Donc on crée les conditions. Si elles ont envie, donc elles le font. Si elles ne savent pas comment faire, on leur donne des astuces, des outils pour pouvoir partager leurs émotions. Parce qu'on sait que les émotions, ça génère, notamment sur LinkedIn, de l'engagement. C'est hyper important. Tout à fait. Et je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, Kamel. Si on fait juste un zoom sur l'alternance. En fait, dans la famille de l'onboarding, on a une sous-famille, c'est l'alternance. Il y a un boom en France de l'alternance. On a près d'1 million de candidats. On va passer de 500 000 à 1 million d'alternants en 2-3 ans. Et on est déjà à 800 000 en 2022. Du coup, c'est aussi dans l'économie française, un des plus gros pourvoyeurs de création de jobs, l'alternance. Et je sais que chez Decat, c'est un sujet qui est clé et on ne va pas onboarder et intégrer un alternant de la même façon vraiment qu'un collaborateur. Est-ce que tu veux peut-être nous dire juste quelques mots sur ce sujet? Oui, tout à fait. Mais comme le disait Louis tout à l'heure, même dans le processus de recrutement, on se doit de faire en fonction des différences de contrats, de métiers, de filières. C'est un peu la même idée avec le onboarding. Les alternants, d'ailleurs, et nos stagiaires doivent bénéficier d'un parcours adapté à eux et adapté à leurs questions, avec du contenu qui leur est poussé. Ce qui va être hyper important, c'est de regarder les chiffres de recrutement. On recrutait 600 alternants, par exemple, avant la Covid, donc en 2019. On est passé aujourd'hui à une volumétrie de 1300 alternants par an. Et on devrait en recruter 1500 cette année chez Decathlon. Donc une véritable problématique qui s'est posée à nous rapidement, c'est toute la charge administrative. Toute la charge administrative, c'était compliqué donc, pour nous de pouvoir assumer et assurer tout l'administratif. Et de ce fait, donc on s'est dit, tiens, comment on va améliorer aussi l'expérience de la création du contrat de l'alternant, qu'on appelle le CERFA. Et c'est tout naturellement qu'on vous a un peu challengé et que vous avez décidé de nous accompagner, Nathaniel, sur le sujet, en répondant favorablement à notre problématique. Et aujourd'hui, on est heureux en tout cas de lancer avec quelques pilotes ce nouvel outil, ce nouveau module que vous nous proposez pour pouvoir créer assez rapidement des contrats d'alternance sans avoir à passer 1 heure ou 2
mais plutôt une vingtaine de minutes. Donc, améliorer l'expérience collaborateur et candidat, c'est aussi quand même, il faut le dire, améliorer l'expérience des managers et des recruteurs. C'est hyper important. Ouais, et tu as en effet raison, l'angle administratif, il est clé aussi, hein, donc dans cette expérience-là, surtout quand on connaît le calvaire. Vous savez, hein, école, le manager, l'étudiant, s'il a moins de 18 ans, le parent légal, et puis après l'OPCO, la prise en charge, la communication. Bon, je pense que vous êtes tous au fait ici de l'OPCO. 3 petits points, dit Kylian. Oui, il se modernise, hein. Il se modernise à grande vitesse. On les pousse, hein, avec avec des cas et nos clients. Ça, vous pouvez en être sûr. Mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de sujets autour de ça, fluidifier. Et je rajouterai juste sur la partie vraiment expérience, le tuteur. Donc, c'est le manager. On va pas non plus accompagner le tuteur de la même façon qu'un manager classique. Parce que vous le savez, il y a des plannings d'école, la personne n'est pas là tout le temps. Ça peut être assez frustrant en fait quand on est manager d'encadrer des alternants et ça se fait pas de la même façon. Et donc là aussi, on veut quand même. L'idée de l'alternance, c'est de pouvoir former des personnes qui vont potentiellement rester chez nous, leur donner envie. Et donc c'est aussi par le management et avoir une approche spécifique qui peut être ici intéressante pour les sensibiliser en tout cas et leur donner envie. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'alternance, hein. Je pense que ça pourrait même faire l'objet d'un webinaire. C'est un sujet en plus qui nous passionne, pour info avec Kamel. Sujet Donc, d'actualité, hein, puisqu'on et on est en plein dedans. donc on a même fait déjà des focus, hein, spécifiques dessus. Et si vous souhaitez échanger autour de ces sujets-là, évidemment, je serais ravi de le faire. En tout cas, l'alternance a de beaux jours, devant lui. Et puis je pense qu'on va conclure sur une ouverture en fait en disant bah, finalement l'onboarding, cette expérience et ces enjeux de fidélisation, bah, vous avez un moyen concret, hein, on l'a vu avec l'intégration, mais aussi tout au long du parcours d'agir dessus. Donc les moments clés, c'est les moments qui vont façonner un petit peu, c'est dont on va se rappeler, un peu comme dans notre vie perso quand on parle d'anniversaire, nos 30 ans, nos 40 ans, notre mariage. Euh, c'est les événements un peu clés qui restent dans notre mémoire gravée à jamais. Voilà, et en fait, bah, c'est vrai que ces mobilités, ces changements de poste, lorsqu'on passe manager, lorsqu'on revient suite à un congé, ou même lorsqu'on part de la boîte, hein, bah, finalement, c'est aussi l'occasion pour l'entreprise de véhiculer son discours, sa marque employeur, de proposer un onboarding sur ces sujets-là, permanent, pour leur donner envie aux collaborateurs de rester, de progresser ou de revenir. Voilà, donc là, on n'a pas le temps forcément de tout développer. Si vous avez des questions, voilà. Entretenir la flamme, Kylian, le feu sacré, exactement, le flambeau pour les amateurs de la série que je n'ai pas vu en entier. Mais en tout cas, c'est exactement ça. C'est intéressant de faire le parallèle ici. On disait qu'un collaborateur bien onboardé et du coup engagé dans son expérience de collaborateur avec l'entreprise est un potentiel coopteur, donc une solution pour la pénurie de candidats. C'est d'autant plus vrai, c'est encore plus puissant, je dirais, quand c'est quelqu'un qui est passé par l'entreprise, qui n'y travaille plus et qui me recommande d'aller travailler dans cette entreprise. Ça fait entre guillemets un peu plus neutre, puisque je n'y travaille plus, je n'ai plus de primes à en gagner, mais j'ai eu une super expérience et un super offboarding. Donc vas-y, toi, rejoins l'entreprise, tu vas adorer. Voilà. Un bon offboarding, c'est aussi un coopteur engagé peut-être après son expérience dans l'entreprise. Et Doria, vous parliez notamment, bon, évidemment, A-Team se connecte à vos outils RH, les Workday et différents SIRH, mais aussi, vous parliez de multisite. Et c'est vrai que lorsqu'on est une entreprise multisite, il y a des spécificités lorsqu'on gère un process de recrutement ou lorsqu'on gère un process d'intégration. Par exemple, donner la main à des responsables d'agence, à des responsables locaux, d'intervenir sur le parcours, de les déclencher, de personnaliser. On peut avoir un onboarding un peu plus global, entreprise au global, et avoir des spécificités. Hein, Kamel, il y a une boutique, il y a un store, et donc en fait tout ça, comment ça peut s'intégrer. Donc c'est justement là où l'outil peut être intéressant pour donner envie à un manager, un responsable local, d'aller personnaliser un petit peu les parcours. Il y a plein d'autres spécificités, mais en effet la partie multisite, multimarque,
ça fait partie de notre cœur de métier et de nos spécificités. Donc, Doria, si vous voulez échanger sur ces sujets, ça sera avec plaisir. Peut-être juste, Kamel, en conclusion, sur la partie intégration, comment tu vois, toi, le sujet entre j'ai ma marque globale avec un discours un peu institutionnel de la marque et en même temps, le leader ou le store pouvoir, lui, agir sur l'onboarding. Comment tu vois ça? Le niveau de personnalisation, du coup, mon Personnalisation, camarade, ouais, exactement, ouais. Ce qu'on avait avant Exim, donc du coup, justement, on avait un niveau de personnalisation très, très élevé, parce que chacun localement était libre de faire un peu ce qu'il voulait. Ouais. Là, ce qu'on veut, c'est professionnaliser l'expérience d'intégration avec une solution de onboarding. On veut, bien évidemment, assurer un socle commun à hauteur de 80, voire 90%. Et puis, petit à petit, ce n'est pas encore le cas, hein, mais laisser comme une ouverture pour personnaliser l'expérience d'intégration. Mais pour l'instant, notre défi, c'est de processer, c'est de garantir une expérience d'intégration qui soit qualitative pour l'ensemble des collaborateurs. Et puis, on va ouvrir les vannes, on va ouvrir le robinet après, légèrement, pour pouvoir justement personnaliser. On le fait déjà chez nous, par exemple, pour un public spécifique, donc Decathlon Digital. Voilà. On a un parcours dédié qui leur est spécifique, avec un process aussi de recrutement qui est différent. Voilà. Donc, pour le moment, en tout cas, on est plus là, Nathaniel, d'avoir un processus commun pour l'ensemble de nos coéquipières et coéquipiers. Bah, je pense que la première étape, c'est d'homogénéiser le parcours, de s'assurer que, en gros, tout décathlonien passe par un peu la même expérience pour être certain des prérequis, des must-have, etc. Et après, c'est un niveau 2 d'aller personnaliser selon les managers. Et Doria disait, bah, justement, il y en a qui sont peu habitués au digital et à cette question de l'onboarding. Et en effet, vous avez complètement raison, ça va être un peu selon le manager. Et là, en fait, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Est-ce qu'il a envie de personnaliser? Est-ce qu'il va agir dessus via le digital ou pas? Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir équiper les managers, de pouvoir leur mettre à disposition des éléments où ils peuvent agir dessus, leur suggérer des actions. Et c'est là où je pense que le RH peut avoir un rôle à jouer. Et cette relation RH-manager, elle est très intéressante. J'aurais beaucoup à dire sur ce sujet, mais bon. Mais Kamel, toi aussi, je pense que je vois que tu veux intervenir. Tu le vois bien, non? Ce que je voulais ajouter, c'est ce qu'on dit bien, hein, parce bien évidemment, on doit opérer la conduite du changement depuis 2 ans. Hein. On dit bien à nos managers que c'est le digital au service de l'humain. Donc, la solution est là pour accompagner l'expérience d'intégration, mais que ça ne remplacera jamais l'humain. Et donc, c'est à eux d'assurer cette partie-là humaine, hein, qui est assez forte aussi dans ce moment d'intégration. Pour arriver à cette step 1 dont on parle, d'avoir un process commun, on a d'ailleurs pris la décision d'automatiser avec notre outil de paye l'ensemble des intégrations via eTeam. Voilà. Donc, chaque nouvelle recrue, donc chaque nouvelle personne qui a un contrat chez Decathlon, excepté les CDD de moins de 2 mois, vont vivre l'expérience sur la solution. Super. Bah, je pense qu'on a un petit peu dépassé, mais est-ce qu'il y a des questions? Je vois que vous êtes encore nombreux là à être connectés. Merci Kamel pour cet éclairage. On peut peut-être prendre quelques questions. On l'a fait au fil de l'eau. Mais s'il y a n'hésitez pas, c'est le moment avant qu'on conclue justement sur ce webinaire. Ok. Bon, bah, on va. Je vois des personnes taper. En tout cas, l'idée, c'était un peu d'ouvrir sur cet investissement candidat, cette expérience que Louis, hein, tu as bien présenté, bien détaillé. Donc, on a une bonne vision hein, sur ce sujet-là avec le ROI et l'investissement qui est fait. Et aujourd'hui, on a aussi cette tendance d'investir maintenant sur le pré-boarding, l'onboarding, l'expérience collaborateur pour pouvoir mieux fidéliser, mieux comprendre un petit peu, s'adapter aux attentes et aussi finalement gagner en temps, gagner en performance, on le voit. Et ce qu'on peut faire sur l'onboarding, on peut aussi le refaire à d'autres moments clés. Voilà, c'était un petit peu la conclusion. Et c'est vrai que Decat est une entreprise emblématique. Je disais, hein, Kamel, moi j'étais impressionné notamment de votre développement à l'international. Et honnêtement, c'est un plaisir de pouvoir aussi travailler avec une entreprise comme vous qui est motrice. Et toi d'ailleurs, Kamel aussi, tu es extrêmement moteur sur ces sujets et je te remercie d'ailleurs de ta disponibilité.
Avec plaisir. En tout cas, merci pour l'invitation et pour opérer cette transformation digitale des RH. Encore une fois, on a besoin d'être entouré des meilleurs, hein, des meilleurs partenaires, des meilleures solutions, hein, comme celle que vous proposez, Louis et Nathaniel. Donc, c'est important de le dire. On ne pourrait pas faire ce travail sans vous, sans tous nos partenaires. Donc, ravi en tout cas d'avancer avec vous sur ces prochaines années pour développer, transformer le monde des ressources humaines et considérer nos collaborateurs comme des clients. Ça va être important. De mon côté, pour conclure, je dirais simplement, c'est deux sujets passionnants qui ont beaucoup de parallèles. Et j'ai deux petits conseils qui ne mangent pas de pain et qui ne coûtent pas d'argent à vous proposer. Le premier, c'est de faire l'expérience. Que ce soit votre expérience candidat ou votre expérience collaborateur, vivez-la. C'est le meilleur moyen en fait, de se rendre compte de ses défauts et de les optimiser. Et deuxièmement, de commencer à mettre en place de la spécification, de la segmentation. Les deux méritent d'être personnalisés idéalement pour chaque type de profil, mais le faire peu à peu. C'est-à-dire que déjà, quand on en fait deux, une, comme tu disais tout à l'heure, une spécifique pour les alternants et une spécifique ou une générale, puis une pour les profils informatiques. C'est comme ça aussi, peu à peu, qu'on va vers plus de granularité et qu'on commence à se faire la main. Et voilà. C'est déjà bien de se fixer une première mission, je dirais, de réfléchir à un ou deux profils, puis un jour, on en aura des dizaines qui seront très optimisés. Merci pour votre écoute et votre confiance. Merci à vous et je vois que les feedbacks sont plutôt positifs, donc n'hésitez pas à nous faire des petits retours pour nos prochains webinaires, ça nous aidera aussi. En tout cas, les gens sont restés connectés et n'ont pas vu le temps passer. En tout cas, c'est un peu le retour qu'on a là, donc c'est très sympa. Top. Ah, il y a Benoît qui est là également. Bonjour Benoît. Merci à tous. Merci à tous. Allez, c'est l'heure de vous quitter. À bientôt. OK.